La Société du Vril était une organisation secrète allemande ayant tenté de développer des technologies avancées basées sur l'énergie du Vril. Le Vril est une énergie aux nombreuses propriétés d'ordre magnétique, énergétique, thérapeutique, semblable à l'électrobiologie et à la force odique. La Société du Vril aurait influencé le développement de technologies secrètes pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison de l'absence de documents publics, il y a beaucoup de controverses quant à la date à laquelle fut créée la Société du Vril, et même quant à son existence. Cependant, plusieurs informations existent au sujet de sa création et de ses activités. Selon les sources, la société fut créée en 1919 comme ramification d'une plus grande société métaphysique dirigée par de riches aristocrates allemands et nommée la Société de Thulé. Son nom se réfère à l'île de Thulé, qui est mentionnée dans la mythologie nordique comme étant le berceau originel des hommes du Nord. La Société de Thulé fut formée le 17 août 1918 à Munich par le baron Rudolf von Sebottendorf, comme ramification du Germanen-Order fondé en 1912. La Société de Thulé est connue comme étant l'organisation qui a commandité la création du Parti ouvrier allemand, lequel fut formé le 5 janvier 1918 à Munich. Sur les cendres de la Première Guerre mondiale, les dirigeants de la Société de Thulé avaient l'ambition de retrouver le foyer originel des ancêtres de la race germanique et de constituer une nouvelle force politique dans le but de recréer une nation allemande fondée sur des principes métaphysiques. Le Parti ouvrier allemand fut rebaptisé le Parti national-socialiste des travailleurs allemands le 24 février 1920. Adolf Hitler en devint le 55e membre de son comité exécutif en raison de ses talents oratoires. L'emblème de la Société de Thulé était une version du svastika qui fut adoptée plus tard par le NSDAP. Parmi les membres de la Société de Thulé qui se sont hissés à des postes éminents dans le parti nazi, il y a eu Rudolf Hess qui devint Führer adjoint en 1933. La Société de Thulé savait qu'il existait jadis une civilisation très avancée dans le pôle Nord, qui constitue le centre magnétique et spirituel de la Terre. Mentionnée dans les légendes germaniques, grecques et romaines, reprises par des ordres médiévaux dont les Templiers allemands, ce savoir s'est transmis à travers les groupes occultes jusqu'à aujourd'hui. Les membres de la Société de Thulé avaient établi que les Hyperboréens étaient les êtres géniteurs de la race aryenne, qui vivaient il y a plusieurs millions d'années. Ils constituaient la race la plus spirituellement avancée. Elle avait alors la capacité d'exploiter l'énergie du Vril. Celle-ci serait d'ordre magnétique, énergétique, télépathique et thérapeutique. Ces forces spirituelles pouvaient mener à la création de technologies très poussées. Ils avaient eu connaissance de cette ancienne énergie à travers le Mahabharata, soit les plus anciens textes de la race aryenne que l'on retrouve en Inde. Dans le Mahabharata, les êtres créateurs de la race des Aryas, Aryens, détenaient le pouvoir des Astras, c'est-à-dire des technologies et des forces d'une puissance inégalée, nécessitant des capacités yogiques et suprasensorielles très élevées. On y fait la mention de véhicules cosmiques, de villes volantes et d'armes surnaturelles. Certains textes sanscrits décrivent des forces antigravitationnelles capables de déplacer des pierres et des formes de communication télépathique très évoluées. Indra, roi des dieux et des Aryas dans la mythologie hindoue, est appelé Harikesa, signifiant celui aux cheveux dorés, celui avec une chevelure blonde. Il communique avec les autres dieux et déesses par des moyens télépathiques. Dans certaines parties du Mahabharata, Indra entre en contact télépathique avec des héros tels qu'Arjuna. Dans de nombreuses batailles épiques du Mahabharata contre les forces démoniaques appelées les Dasas, il communique ses intentions et ses ordres aux Devatas et à ses héros par le biais de la télépathie. Les armes surnaturelles des Astras semblent être dévastatrices. Une colonne incandescente de fumée et de feu, aussi brillante que 10 000 soleils, se dressait dans toute sa splendeur. C'était l'arme inconnue, le rayon d'acier, un gigantesque messager de mort qui a réduit en cendres la race des Vrishni et des Antakas. En tant qu'arme surnaturelle, une Astra ne pouvait être contrée par des armes ordinaires, bien qu'elle puisse être repoussée par une autre Astra. Ces Astras sont comparables aux forces du Vril, une source latente d'énergie qu'un homme spirituellement évolué serait capable de maîtriser à un degré dépendant de sa constitution héréditaire et raciale. Les chercheurs allemands de la Société de Thulé croyaient que ces pouvoirs mystiques reflétaient les plus hautes connaissances cachées sur la planète et qu'il fallait absolument les retrouver. 3 ans après l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir,
La SS crée un ministère de recherche spécialisé appelé Ahnenerbe, qui signifie l'héritage ancestral. Créé en 1935, l'Ahnenerbe commanditait des expéditions dans des pays lointains comme le Tibet et le Pérou, recherchant des informations sur les origines de la race aryenne et sur les technologies utilisées par les anciennes civilisations. Les dirigeants de la société de Thulé soutenaient avec enthousiasme l'étude du livre d'Edward Bulwer Lytton, publié en 1871, La race future, qui montrait comment l'avenir de l'humanité serait déterminé par ceux qui étaient les mieux habilités à comprendre et utiliser la force du vril. Les grands occultistes, dont se sont inspirés les Allemands comme Helena Blavatsky, maîtrisaient et savaient que la télépathie était nécessairement un signe d'intelligence supérieure, requise pour comprendre et exploiter la force du vril. En conséquence, la société de Thulé accordait beaucoup d'attention à l'examen de quiconque démontrait des aptitudes télépathiques indubitables. La société du vril était donc composée de femmes allemandes aux capacités médiumniques les plus élevées du Reich, les Vrilerinnen. Elles avaient une cellule spécialisée d'une autre organisation encore plus secrète, la DHVSS. Cette organisation était le noyau de ces femmes médiums, triées sur le volet. Il fallait qu'elles détiennent une pureté biologico-spirituelle irréprochable, d'une beauté époustouflante. Elles laissaient pousser leurs longues chevelures, croyant qu'il s'agissait d'antennes telluriques. Maria Orsic est la plus haute initiée du vril. Certains disent qu'elle aurait été la médium personnelle du Führer. Elle aurait rencontré Sebottendorf et autres membres de la société de Thulé à Vienne en 1917, afin de discuter de questions occultes liées à ses communications télépathiques. En conséquence, les dirigeants de la société de Thulé étaient au courant des aptitudes télépathiques remarquables d'Orsic, qui pouvait entrer totalement en état de transe et communiquer avec toute une gamme d'êtres d'autres mondes. Orsic a déménagé à Munich en 1919 et elle a pris contact avec Sebottendorf et la société de Thulé. Les dirigeants de celle-ci croyaient qu'Orsic et d'autres personnes comme elle pourraient les aider à comprendre et utiliser la force du vril. Ils ont soutenu avec enthousiasme Orsic et le groupe de jeunes dames dont elle s'entourait à Munich et qui étaient également douées psychiquement. C'est en cette période qu'elle aurait créé la Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, la société métaphysique pangermanique, qui fut renommée plus tard Société du Vril. Un autre changement de nom apparemment eut lieu en 1941, quand Hitler a condamné les sociétés secrètes. Orsic enregistra la société donc comme une entreprise nommée Antriebe Technische Werkstätten, c'est-à-dire un atelier de propulsion du vril. Ces dames douées psychiquement se consacraient au développement de techniques pour communiquer avec les ancêtres de la race aryenne, des anciens hyperboréens, voire des êtres ou des sages d'autres mondes qui étaient en mesure de connaître la maîtrise de la force du vril. En 1919, Orsic commença à canaliser des êtres d'une autre dimension qui se disaient appartenir au système solaire d'Aldébaran. Les entités de cette dimension se disaient être d'anciens hyperboréens évolués qui vivent désormais sur des plans supérieurs. Ces anciens hyperboréens se nomment la race des Vrilia. Ils seraient les géniteurs de la race aryenne. On les retrouve divinisés sur les tablettes sumériennes, les Anunnaki. Il y a très longtemps, selon Maria Orsic, cette race vivait sur Terre pour peser les fondements de l'humanité, blanche et étalée sur le monde. Mais les événements ont tourné en leur défaveur. Les jours se sont noircis, les ténèbres se sont incarnées dans certains corps, jusqu'à trahir et diviser les hommes, générant d'autres races humaines, vibratoirement plus basses. Certains Vrilia, pas tous, sont parvenus à sortir du cycle infernal des réincarnations terrestres pour mener des guerres spirituelles dans une autre dimension. Selon les descriptions médiumniques, on les reconnaît à leur peau blanche, à la limite du transparent, leurs yeux d'un bleu subtil, grands et profonds, brillants. Le fait le plus étonnant étant qu'à de nombreuses reprises, les médiums ont reçu des messages par l'intermédiaire de l'écriture automatique en ancien sumérien, sans d'abord pouvoir en comprendre le sens, avant d'être accompagnés de spécialistes. Les femmes de la DHVSS avaient pour mission de canaliser ces êtres ancestraux pour leur demander de l'aide sur la situation dramatique de l'Allemagne, qui risquait l'anéantissement total par les forces démoniaques. Elles recevaient des conseils qu'elles transmettaient aux plus hauts dignitaires nazis, Himmler notamment, qui était très à l'écoute. Hitler prenait ce qui l'arrangeait, jusqu'à ne plus les solliciter du tout pendant la guerre.
Les bureaux du Vril s'étaient donné pour but de retrouver les anciennes capacités biologiques et psychiques de la race aryenne par la maîtrise de la télépathie et de la télékinésie sur la base d'un eugénisme racial très strict. Les Vrilia ont communiqué de nombreuses informations sur la canalisation des forces énergétiques du Vril. Il n'y a aucune langue et aucun mot qui soit synonyme de Vril. Il s'agit d'une force magnétique, universelle, qui contiendrait l'unité des agents naturels. Les formes variées sous lesquelles les forces de la matière nous sont manifestées ont une origine commune. Elles sont en corrélation directe et dans une dépendance mutuelle, de sorte qu'elles sont, pour ainsi dire, convertibles les unes dans les autres, et que leur action peut être ramenée à une commune mesure, à un équivalent commun. Les Vrilrinen ont transmis à leur tour ces informations aux scientifiques allemands qui cherchaient le moyen de produire de l'énergie libre uniquement par la captation des flux énergétiques de l'univers, afin qu'ils déterminent si de telles choses étaient scientifiquement faisables. À cette époque, en Allemagne, de nombreux savants s'inspiraient des travaux de Nikola Tesla. Le grand physicien Winfried Otto Schumann, inventeur des résonances de Schumann, fit un exposé à la faculté des sciences de Munich au sujet de cette nouvelle autre science. En voici un extrait sorti des archives de la SS. Dans tous les domaines, il y a deux principes qui déterminent les événements, la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la création et la destruction, comme le plus et le moins en électricité. Ces deux derniers principes, désignons-les concrètement comme les principes créateurs et destructeurs, déterminent aussi nos moyens techniques. Toute technique basée sur le principe de l'explosion ou de la combustion peut être cataloguée de technique satanique. La nouvelle ère qui arrive sera l'ère d'une technique nouvelle, positive et divine. S'appuyant sur les travaux de l'énergie libre de Victor Schauberger, Schumann aurait travaillé l'implosion comme processus naturel fondamental de transfert d'énergie par opposition au principe de l'explosion. L'implosion en tant que force attractive incarne le principe de convergence, où les éléments convergent vers un point central pour revenir à l'essence, à l'unité et à la réalisation intérieure. Dans cette perspective, les technologies basées sur l'implosion pourraient être considérées comme des instruments correspondant aux lois de l'univers et de la création. A l'inverse, l'explosion qui est basée sur la dispersion et la fragmentation représente le chaos et la désintégration. Dans cette optique, les technologies fossiles basées sur l'explosion pourraient être perçues comme profondément destructrices et contraires au principe de vie. Les Allemands ont donc tenté de déceler le mystère de cette énergie universelle. Malheureusement, la guerre n'a pas laissé le temps ni l'opportunité de continuer les recherches. En effet, la priorité était plutôt au développement d'armes et de technologies révolutionnaires pour combattre les Alliés, qui eux sont dirigés par les ennemis jurés des Vrilia, des entités maléfiques souhaitant éliminer les forces aryennes de lumière sur Terre, selon la société du Vril. Dans ce contexte, il fallut rapidement mettre en pratique les connaissances techniques pour fabriquer des armes utiles sur le champ de bataille. Sous la supervision d'Heinrich Himmler, la société du Vril a dirigé 2 départements spéciaux en collaboration avec la SS qui se sont consacrés au développement purement militaire de technologies révolutionnaires, le U-13 et le SSE-4. En peu de temps, alors que la fin de la guerre s'approchait, les avancées scientifiques ont été considérables. Les ateliers du Troisième Reich ont réalisé la prouesse d'élaborer des armes et des engins redoutables qui dépassaient largement les technologies en vigueur à cette époque. Les avions Messerschmitt, dont le Me-262, ont inauguré le premier avion de chasse à réaction opérationnelle au monde. Sa vitesse de 900 km/h et son agilité en faisaient un appareil terriblement efficace. Le Horten O-229 était un avion à ailes volantes qui avait des caractéristiques aérodynamiques avancées. Il était capable de transporter 1000 kg de bombes sur 1000 km à 1000 km/h. Les missiles V2 étaient les premiers missiles balistiques opérationnels qui ont jeté les bases des fusées modernes. Dans ces ateliers, la société du Vril s'est secrètement lancée dans des prototypes d'aéronefs utilisant des turbines au mercure et des moteurs électrogravitationnels. Ces projets étaient menés par la DHVSS qui recevait des instructions techniques ou conceptuelles pour la réalisation de technologies aériennes ainsi que par les scientifiques et les ingénieurs du département. Maria Orsic et d'autres membres de la société du Vril rencontrèrent Hitler et Himmler en janvier 1944 pour discuter d'un projet de machine volante circulaire. Malheureusement, nous ne savons pas si cette affaire eut une suite. Il semble que la fabrication de tels engins dut représenter une immense épreuve technique. Pourtant, beaucoup d'éléments officiels alliés attestent de l'existence d'objets aériens non identifiés.
À partir de 1944, le terme Foo Fighters a été massivement répandu et utilisé par les pilotes d'avions alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrire divers objets volants non identifiés ou de mystérieux phénomènes aériens observés dans le ciel des théâtres d'opération. Le 13 décembre 1944, un communiqué de presse fut publié par le quartier général suprême du corps expéditionnaire allié qui décrivait un objet lumineux vu par les pilotes comme étant, je cite, une nouvelle arme allemande. Le 13 mars 1945, une publication du ministère de l'Air sort. Les équipages du Bomber Command signalent depuis un certain temps des phénomènes similaires. Quelques-uns des avions présumés pourraient être des ME-262, et pour le reste, les fusées antiaériennes sont suggérées comme explication la plus probable. Toute cette affaire reste encore quelque peu mystérieuse et les preuves sont très fragmentaires et variées, de sorte qu'aucune explication définitive et satisfaisante ne peut encore être donnée. Durant la guerre, le célèbre ingénieur aéronautique anglais Roy Fedden a fait remarquer que les seuls objets aériens non identifiés observés par les armées alliées ne pouvaient qu'être ceux qui étaient conçus par les Allemands vers la fin de la guerre. Dans un rapport de 1945, Fedden déclara même que, je cite, « J'ai suffisamment vu leur conception et leur plan de production pour réaliser que si les Allemands avaient réussi à prolonger la guerre de quelques mois de plus, nous aurions été confrontés à un ensemble de développements entièrement nouveaux et meurtrier en matière de guerre aérienne. » Il a également ajouté que les Allemands travaillaient sur un certain nombre de projets aéronautiques très inhabituels, sans toutefois donner plus de détails sur sa déclaration. De nombreux témoignages d'anciens membres de la CIA, dont Virgil Armstrong, qui était aussi un ancien des services secrets de l'US Air Force, déclara qu'il y avait des engins volants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui pouvaient atterrir et décoller à la verticale et faire instantanément des virages à 90 degrés. La CIA et les services secrets britanniques étaient au courant depuis 1942 de la construction et de l'emploi de tels objets volants, et plusieurs rapports datant des années 1950 en témoignent. Les dossiers de la CIA ont notamment compilé des entretiens avec l'ingénieur allemand George Klein entre le 11 mars et le 20 mai 1952. Le document déclassé aujourd'hui est toujours consultable sur le site de la CIA. Klein atteste de l'existence de projets d'engins volants antigravitationnels depuis 1941 qui ont été menés dans les mêmes usines que les V2. Il décrit ces engins comme des disques légèrement pointus, exactement comme les prototypes des expériences de Schauberger et de Schumann. Selon son témoignage, tous les ateliers de fabrication et les bureaux ont été détruits avant l'arrivée des Soviétiques à Prague. À la fin de la guerre, les Alliés ont souhaité récupérer ces technologies à travers l'opération Paperclip, en récupérant les scientifiques nazis pour le compte des États-Unis et de la NASA. Mais pour ce qui est de la société du Vril, elle n'a laissé aucune trace. Orsic a été vu pour la dernière fois au début de 1945, avant de disparaître des radars. Aucun membre n'a jamais été revu ou entendu.